Durant l'hiver de 1889, deux coups de feu brisent bien plus que le silence d'un pavillon isolé. Ils détruisent l'avenir d'une jeune femme, la condamnant à des décennies de mépris, bouleversant l'histoire de l'Europe à tout jamais. La princesse Stéphanie de Belgique n'a que 24 ans lorsqu'elle devient la femme la plus détestée de l'Empire austro-hongrois. Et pourtant, elle n'avait absolument rien fait de mal, payant simplement le prix des choix tragiques d'un mari qui l'avait exclu. Le 30 janvier 1889, le prince Rodolphe d'Autriche est retrouvé mort avec sa maîtresse de 17 ans au pavillon de Mayerling. Ce scandale ne brise pas seulement un mariage, il fait s'effondrer des gouvernements entiers, nourrissant des théories du complot qui durent encore et laissant une femme seule porter le deuil de tout un empire. Mais ce drame de Mayerling cache une toute autre histoire, celle d'une femme ayant survécu à l'impensable, reconstruisant sa vie sur des ruines, pour finalement choisir l'amour plutôt que le devoir. Un affront qui fera trembler toutes les têtes couronnées. Voici enfin la vérité sur la princesse Stéphanie, ce bouc émissaire devenue survivante, cette veuve qui a su conquérir sa liberté, et dont la plus belle victoire fut d'apprendre à exister pour elle-même. Une cage dorée. Tout commence non pas par un drame, mais par les faux-semblants d'un conte de fées. Née dans la famille royale belge le 21 mai 1864, la princesse Stéphanie Clotilde Louise Herminie Marie Charlotte semblait promise à un destin grandiose. Pourtant, son enfance se révèle d'une froideur absolue. Son père, Léopold II, est absorbé par l'exploitation brutale du Congo, tandis que sa mère, Marie-Henriette, s'isole complètement. À seulement 6 ans, Stéphanie frôle la mort, sombrant dans le coma pendant que sa famille prépare déjà ses funérailles. Quand le prince héritier Rodolphe d'Autriche-Hongrie visite la cour belge en mars 1880, le destin semble enfin sourire à la jeune princesse. Rodolphe est l'héritier de l'un des empires les plus puissants d'Europe. Un homme brillant et séduisant, incarnant à lui seul l'idéal du mariage princier. Mais l'envers du décor est sombre. Rodolphe n'a jamais choisi Stéphanie. Elle est simplement le dernier choix par défaut parmi les rares princesses catholiques éligibles. Son cœur appartenait à sa cousine, timide et malade, jugée inapte par ses parents pour de futures fonctions d'impératrice. Le 5 mars 1880, le roi Léopold annonce à sa fille de 15 ans que le prince héritier d'Autriche-Hongrie est venu en personne demander sa main, qu'elle a été choisie pour de futures fonctions d'impératrice d'Autriche et de reine de Hongrie, qu'elle doit y réfléchir et donner sa réponse dès le lendemain. Imaginez un instant avoir 15 ans et voir tout votre avenir scellé en une seule conversation. Stéphanie n'a qu'une seule mie pour accepter de devenir la femme la plus puissante d'Europe centrale, et elle n'a d'autre choix que de dire oui. Le mariage, repoussé le temps qu'elle grandisse, a finalement lieu le 10 mai 1881. Elle a à peine 17 ans, lorsqu'elle s'avance vers l'autel dans une lourde robe de brocart d'argent. Mais ce sont ses parures qui captivent véritablement tous les regards lors de ce spectacle impérial. Sur sa chevelure sombre brille un somptueux diadème de diamants, un cadeau de mariage personnel de l'empereur Franz Joseph lui-même. Créé par le légendaire joaillier français Chaumet, ce chef-d'œuvre arborait un motif floral grandiose en diamant qui semblait capturer chaque lueur de bougie dans la cathédrale. De ses épaules retombait peut-être le plus extraordinaire des voiles de mariée. Commandé par sa mère au maître dentelier belge, Léon Sacre, ce n'était pas un simple voile. C'était une œuvre d'art, entièrement confectionnée en dentelle à l'aiguille point de gaze de Bruxelles, ornée de 21 blasons, représentant chaque province belge et territoire austro-hongrois dans un détail minuscule et parfait. Pourtant, c'est le troisième élément qui allait s'avérer le plus prophétique. La ville de Budapest offrit à Stéphanie ce que l'on peut qualifier de trésor dépassant l'imagination. Une parure complète d'opale hongroise. Imaginez une parure si spectaculaire qu'elle défiait toute description. La pièce maîtresse était une large ceinture de médaillons d'or articulés, chacun orné d'une opale de Hongrie flamboyante entourée de diamants. Le collier assorti comptait 303 opales individuelles et plus de 1100 diamants. Ces opales hongroises, prisées pour leur jeu de couleurs spectaculaires, semblaient renfermer des arcs-en-ciel entiers dans leur profondeur. L'ensemble comprenait de délicates boucles d'oreilles, 6 paires de boucles décoratives et 5 épingles à cheveux. Estimée à 50 000 florins, une fortune capable d'acheter des domaines entiers. Ce n'était pas de simples bijoux, c'était une promesse d'acceptation, d'appartenance, de l'avenir étincelant qui attendait la future reine de Hongrie. Alors que Stéphanie se tenait à l'autel ce matin de mai, parée des diamants de l'empereur, enveloppée dans la plus fine dentelle belge, et sachant que les opales l'attendaient, elle devait se sentir la femme la plus chanceuse d'Europe. Mais les promesses, comme Stéphanie allait l'apprendre, se brisent facilement. Le mariage s'effondre. Ce triomphe diplomatique s'est vite transformé en un enfer personnel. Rudolf avait déjà emmené une de ses maîtresses en Belgique pendant leur fiançailles, et ses infidélités ont continué. Durant leur union,
avec des conséquences tragiques. L'unique enfant du couple, l'archiduchesse Élisabeth Marie, née le 2 septembre 1883. Mais loin de les rapprocher, cette maternité devint une autre source de douleur. La réaction de Rudolf à la naissance fut une déception à peine dissimulée. Il avait tant désiré un héritier mâle. Puis vint la trahison, qui allait absolument tout détruire. Rudolf contracta la syphilis lors d'une liaison et la transmit à sa jeune épouse. La maladie ravagea le système reproducteur de Stéphanie, la rendant stérile alors qu'elle n'avait que 22 ans. Imaginez le poids insupportable de cette réalité. Dans un monde où la valeur d'une femme tenait à sa descendance, Stéphanie était devenue, sans avoir commis la moindre faute, un échec dynastique. Le but premier de cette union politique, visant à assurer la succession, fut anéanti par l'inconduite de son mari. L'impératrice Élisabeth, la mère de Rudolf, ne cachait pas son dédain pour sa belle-fille, qu'elle qualifiait cruellement de paysanne laide. Celle qui aurait dû être sa plus grande alliée devint sa pire critique. Les magnifiques opales de Hongrie, autrefois symbole d'acceptation, semblaient désormais se moquer d'elle. La promesse d'intégration offerte par Budapest à travers ses pierres spectaculaires sonnait bien creuse, alors que la cour lui reprochait chaque échec et chaque déception. En 1888, le comportement de Rudolf devint de plus en plus erratique. Il buvait énormément et prenait de la morphine pour sa santé déclinante. Et ses liaisons devenaient toujours plus provocantes. Parmi ses maîtresses figurait la baronne Marie Vetsera, âgée de 17 ans, une jeune fille à peine plus âgée que Stéphanie lors de son mariage. Stéphanie assistait, impuissante, à la lente autodestruction de son époux. Elle avait tenté d'alerter l'empereur Franz Joseph sur l'état de Rudolf. Mais ses craintes furent balayées. Cette cour qui l'accusait de tout refusa de l'écouter lorsqu'elle tenta d'éviter le pire. Le drame de Mayerling, le 30 janvier 1889, cette date qui allait diviser à jamais la vie de Stéphanie en deux. Dans le pavillon de chasse isolé de Mayerling, le prince héritier Rudolf passa ses dernières heures avec Marie Vetsera. Ce qui s'est joué dans cette chambre reste un mystère, mais le dénouement fut d'une clarté dévastatrice. Rudolf abattit sa jeune maîtresse avant de retourner l'arme contre lui. À la découverte des corps le lendemain matin, l'Empire austro-hongrois fit face à sa plus grande crise depuis sa fondation. L'héritier du trône n'était plus. La succession sombrait dans le chaos, et il fallait un coupable. Ce coupable, ce fut Stéphanie. Elle qui avait été tenue à l'écart des noirs projets de son mari, elle qui apprit sa mort par des fonctionnaires et non par sa famille, elle qui fut parmi les dernières informées du drame venant de briser sa vie. Elle devint le bouc émissaire du deuil impérial. La réaction de l'impératrice Élisabeth fut impitoyable. Elle accabla Stéphanie pour la mort de Rudolf, la jugeant seule responsable de cette immense tragédie. Cette cour qui n'avait jamais accepté la princesse belge tenait enfin l'excuse idéale pour la bannir définitivement. La lettre d'adieu de Rudolf fut un dernier coup d'une cruauté absolue. « Chère Stéphanie, tu es libérée de ma présence et de mes tourments. Sois heureuse à ta façon. » Même dans la mort, il ne lui laissa aucun réconfort. Aucun regret pour sa souffrance. À seulement 24 ans, Stéphanie se retrouva veuve, accusée d'une tragédie inévitable et interdite de retour dans sa propre patrie, piégée au cœur d'une cour qui voyait en elle le symbole vivant de sa pire honte. Le choc psychologique fut immense. Elle écrivit plus tard s'être sentie brisée de l'intérieur tout en affichant un masque de marbre. Celle qui arborait autrefois les opales de Hongrie ne portait plus désormais que du noir, pleurant non seulement son époux, mais aussi cette existence dorée qu'on lui avait promise. L'exil d'une veuve. Durant 11 longues années, Stéphanie vécut dans une sorte d'exil doré. Interdiction absolue de se remarier sans l'accord de l'empereur. Privée de sa fille, restée sous le contrôle total du souverain et isolée par une famille qui la blâmait. Mais c'est ici que l'histoire de Stéphanie devient fascinante. Elle ne plia pas. Au contraire, elle commença à se reconstruire, morceau par morceau. Elle voyage désormais sans cesse, se consacrant enfin à la peinture et à la musique. Des passions étouffées durant son mariage. Elle se lie d'amitié avec d'autres exilées royales, dont la reine Élisabeth de Roumanie, qui comprend l'intensité de sa souffrance et l'exhorte à ne plus culpabiliser. Lentement, dans l'ombre, Stéphanie prépare l'acte le plus audacieux de son existence. En 1899, elle écrit à la reine Victoria pour obtenir son soutien. L'homme de sa vie s'appelle le comte Élemer Launier, un noble hongrois qui lui offre enfin cette tendresse sincère dont elle avait tant manqué. La réponse du roi Léopold II est immédiate et impitoyable. Il refuse catégoriquement cette union, allant jusqu'à la menacer de lui retirer son titre d'altesse. Ce père qui avait orchestré son premier mariage sans amour s'oppose aujourd'hui farouchement à ce qu'elle trouve enfin le bonheur. Mais ces années d'exil ont profondément changé Stéphanie. Elle s'est forgée une force que personne n'aurait pu soupçonner. Le cœur l'emporte.
Le 22 mars 1900, au château de Miramar près de Trieste, la princesse Stéphanie de Belgique prend une décision qui va scandaliser l'Europe entière. Elle épouse le comte Ellemer Lognier par pur amour, consciente de sacrifier tout son destin de naissance. Le châtiment est immédiat et sans appel. Elle perd ses titres impériaux et ses droits de succession. Pire encore, sa propre fille la renie, y voyant une trahison envers la mémoire de son père. L'empereur François-Joseph finit par céder à contre-cœur, mais elle doit renoncer à son rang pour un simple comte. Ce qu'elle gagne est pourtant inestimable, un bonheur sincère. Le couple s'établit au manoir de Rusovce près de Bratislava, où Stéphanie trouve enfin la paix tant convoitée. C'est là qu'elle se réinvente, cessant d'être une veuve royale tragique pour devenir libre. Une femme indépendante, maîtresse absolue de son propre destin. Devenue une jardinière passionnée, elle façonne 3 parcs spectaculaires autour de sa demeure. Elle fonde une pépinière florissante baptisée Stéphanéum, donnant vie au domaine réputé comme le plus somptueux de toute la région. Cette femme, autrefois prisonnière du protocole étouffant de la cour impériale, travaille désormais la terre de ses mains. Des fleurs dans les cheveux. Durant 45 ans, Stéphanie et Ellemer connaissent un amour fusionnel et sans nuages. Cette union choisie et non subie prouve de la plus belle des manières que l'amour surpasse le devoir. Elle a troqué sa couronne contre le bonheur, sans jamais regretter ce superbe acte de défi. En 1935, alors âgée de 71 ans, elle commet son ultime rébellion contre ceux qui ont tout fait pour la faire taire. Elle publie ses mémoires sous un titre lourd de sens. Je devais être impératrice. Ce livre n'est pas un simple recueil de souvenirs, c'est un cri de liberté. Pendant des décennies, d'autres ont parlé à sa place. La cour l'a blâmé, les historiens l'ont ignoré, sa famille l'a banni. Mais aujourd'hui, elle livre enfin sa vérité. L'ouvrage scandalise par sa franchise absolue, dépeignant sans phare la déchéance de Rodolphe et la cruauté de la cour après son suicide. Immédiatement, la dynastie des Habsbourg fait interdire sa publication sur le sol autrichien. Mais Stéphanie s'en moquait. Elle avait enfin trouvé sa voie. La fin arriva doucement, en 1945. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'achevait, le vieux couple dut fuir leur cher domaine de Rusovce. Devant l'avancée de l'armée rouge, ils trouvèrent refuge à l'archiabbaye de Pannonhalma, en Hongrie, où Stéphanie s'éteignit paisiblement le 23 août 1945, à l'âge de 81 ans. Elle fut enterrée auprès de son cher Ellemer, dans le cimetière de l'abbaye, loin des tombes impériales de Vienne. Mais là où était sa vraie place, aux côtés de l'homme qu'il aimait pour elle-même, et non pour la couronne qu'elle aurait pu porter. Cette couronne qu'elle ne porta jamais. L'histoire de la princesse Stéphanie nous invite à redéfinir le succès, le devoir et le bonheur. Jugée coupable d'un drame qu'elle n'avait pas causé, bannie d'une vie qu'elle n'avait pas choisie, elle trouva enfin la liberté en renonçant à tout ce qu'elle était censée désirer. Les opales de Hongrie de son mariage, ces magnifiques symboles d'un avenir qui n'a jamais existé, ont disparu depuis bien longtemps. La tiare spectaculaire qui l'orna jadis de diamants impériaux, disparut dans le chaos de l'après-guerre. Même son extraordinaire voile en dentelle de Bruxelles, aujourd'hui préservé au Smithsonian, rappelle que si certains trésors survivent, d'autres sont perdus à jamais. Mais l'héritage de celle qui les portait, son courage, sa résilience, son triomphe ultime sur ceux qui voulaient la définir, brille avec bien plus d'éclat que n'importe quel joyau. Dans un monde qu'il a jugé raté parce qu'elle ne pouvait donner d'héritier mâle, parce qu'elle n'avait pu sauver son mari de lui-même, préférant l'amour au devoir, Stéphanie imposa sa propre définition de la réussite. Elle survécut à l'insurmontable. Elle aima quand l'amour semblait impossible, vivant selon ses règles quand le monde voulait lui imposer les siennes. La princesse accusée de la mort du prince héritier devint bien plus précieuse qu'une impératrice. Elle devint elle-même. Elle devint libre. Une femme qui comprit que les plus beaux bijoux ne se portent pas au cou, mais s'ancre dans la force de notre cœur. Cette couronne qu'elle n'a jamais portée, celle du vrai bonheur, fut finalement le plus magnifique des joyaux. Que pensez-vous du destin hors du commun de Stéphanie, passée de bouc émissaire à survivante? Avez-vous déjà dû choisir entre les attentes des autres et ce que dictait votre cœur? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de lire comment son histoire résonne en vous. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire royale, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés de femmes royales d'exception, préférant le courage au confort, l'authenticité à l'approbation et l'amour au devoir.